comprend que l'Europe se protège de l'immigration, surtout en période de chômage, et surtout lorsque le chômage devient maintenant une sorte de maladie endémique qui ne connaît pas de frontières. Jusqu'à présent, on pensait que certains continents ou certains pays étaient à l'abri de cette nouvelle bactérie, mais malheureusement, des plus pauvres ou plus riches, il y a un chômage. Non, j'estime tout simplement que ce qui empêcherait peut-être, parle du Maroc par exemple, c'est que lorsque les investisseurs viennent pour des PME ou des PMI, qu'il y ait en même temps un transfert de technologie. Ce serait donc une formation faite chez nous qui empêcherait ceux-là même d'aller en France. Mais de là à accepter que des Marocains, qui ont quand même leur dignité, passent en fraude en France et soient soumis aux lois, et qu'eux-mêmes s'exposent à des vexations prévues par la loi, ou à des capitis diminution, j'ai trop de respect et de fierté pour eux, pour leur dire allez vous faire donner de gifles ou un coup de pied quelque part. Mais est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. À propos de l'intégrisme, on sait que vous le combattez, ou plutôt vous combattez tous les intégrismes, comme vous dites. J'aimerais vous demander, au fond, quelles sont vos armes? Est-ce que ce sont des armes religieuses, puisque vous êtes le prince des croyants et qu'au fond, vous pouvez dire il n'y a pas plus musulman que moi? Ou est-ce que ce sont des armes de développement économique, précisément celles dont vous parliez à l'instant? Il se trouve que pour le Maroc, il n'y a pas que les armes conventionnelles. Il y a cette arme très importante qui est constituée par le fait que le roi est l'émir des croyants. Mais ce n'est pas suffisant. Les causes de l'intégrisme ne sont pas nombreuses, mais elles sont très dangereuses. Il y a d'abord une trop grande tendance vers la laïcité ou une tendance à oublier qu'on est musulman. On l'a vu dans certains pays musulmans. Ça a amené l'intégrisme. Le parti unique aussi engendre souvent l'intégrisme. Car, il faut dire une chose, les partis politiques européens classiques, en dehors de l'idéologie qui n'en ont plus, depuis que le marxisme n'existe plus, il n'y a pas de parti politique qui est une idéologie, il y a un programme. Mais je ne connais pas une idéologie de parti. Par contre, pour ceux qui sont musulmans, l'islam est un merveilleux programme idéologique, pour peu qu'il le transforme à la sauce politique, et nous voilà dans l'intégrisme. Donc le parti unique est une des raisons particulières et particulièrement dangereuses pour l'intégrisme. En fait, il crée l'intégrisme. Alors, donc le Maroc résiste bien à l'intégrisme, ce n'est pas le cas de votre voisin l'Algérie. Au fait, vous en êtes où dans vos relations avec l'Algérie? Mais je vais vous dire une chose, et je le dis en toute sincérité, et j'espère que cette sincérité sera perçue. L'un des jours les moins heureux de ma vie de responsable est celui d'hier. Hier, si nous avions été dans les normes historiques de la fraternité, eh bien, nous aurions, le président Ali Kafi et moi, donné tous les deux le coup de pioche en même temps pour le gazoduc maghrébin, euro-maghrébin. Je me vois, moi, du côté algérien de la frontière, le président Ali Kafi du côté marocain de la frontière, lui creusant dans le sol marocain et moi creusant dans le sol algérien. Ça devait se faire? Je le regrette. Je regrette que ça ne peut plus se faire. Et pourquoi? À mon avis, quand il y a des scènes de ménage, parce qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est des scènes de ménage, elles sont bruyantes, elles sont passionnées. Dans les scènes de ménage, il ne faut jamais faire la comptabilité de « pourquoi tu m'as fait, je t'ai fait ». Je pense qu'il est temps
de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la fraternité. Et je tiens absolument à dire que pour l'Algérie, je ne veux ni l'intégrisme, ni le fisc, ni quoi que ce soit. Je lui souhaite de l'ordre, de la prospérité et de la stabilité. C'est tout autant de gagner pour le Maroc et pour nos voisins. Alors on va poursuivre, si vous voulez bien, l'entretien dans un instant, et notamment sur l'économie marocaine et sur les droits de l'homme. On va se retrouver tout de suite. Retour à 7 sur 7 en compagnie de Sa Majesté Hassan II, le roi du Maroc. Nous continuons notre conversation à la fois sur le Maroc et les problèmes qui nous intéressent entre la France et le Maroc. L'économie marocaine, précisément, elle nous intéresse à plus d'un titre, puisque la France est à la fois le premier client, le premier fournisseur et le premier investisseur étranger au Maroc. Alors, vous avez procédé depuis 10 ans à une cure d'austérité, ça s'appelle un programme d'ajustement culturel qui a porté ses fruits, puisque une croissance autour de 5% par an, un afflux de capitaux étrangers et une dette en voie de règlement, plus les félicitations du FMI. Donc un décollage économique réel au Maroc, avec, comme c'est souvent le cas, un coût social très élevé. Effectivement. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, les pays de plus en plus vont être confrontés ou vont affronter une heure de vérité. Et à ce moment-là, il faudrait qu'ils soient le mieux armés possible. Il ne fallait pas que nous restions dans un débat métaphysique, en se posant la question qui a commencé. Est-ce que c'est l'œuf qui a commencé ou c'est le poulet qui a commencé par être œuf? On n'en finit plus. Dans ces structures ou ces restructurations économiques, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des méthodes qu'il faut suivre. Naturellement, elles sont d'un coût social énorme. Est-ce que vous accepteriez, pardon de vous interrompre, est-ce que vous accepteriez qu'on dise aujourd'hui que les pauvres sont sans doute un peu moins pauvres, mais les riches beaucoup plus riches? Ou est-ce que c'est pas tout à fait exact? Est-ce qu'on a l'impression que les inégalités se sont creusées? Oui, pas parce que les riches sont devenus plus riches, parce que les riches ne paient pas leurs impôts. Comment ça, c'est possible, ça? Le Marocain riche est très mauvais payeur d'impôts. Mais vous n'arrivez pas à faire rentrer les impôts? Nous allons le faire, mais je tiens à ce que ce soit l'une des croisades du prochain gouvernement. Ce sera l'une des principales tâches du prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. Quand les impôts ne rentrent pas, les dépenses augmentant, les recettes diminuent. C'est pour ça que les Marocains, les riches certains sont plus riches qu'avant. Alors,